La pyramide représentant mathématiquement une moitié de la Terre, il suffit de faire une projection en miroir pour avoir l'hémisphère sud. Le plan de la pyramide peut donc agir comme un plan de la Terre. Et c'est ce que l'architecte essaye de nous dire avec l'angle de 26,18 degrés omniprésent dans le plan de la Grande Pyramide. 26,18 symbolise le nombre d'or au carré. Et si l'architecte souhaitait nous montrer le nombre d'or, il aurait fait tout simplement des pentes de 16,18 degrés. Il attire donc notre attention sur le carré de ce nombre. 26,18 symbolise la surface d'un carré. Une surface se dit aussi un plan. Le plan du carré, le plan de la maison, le plan de la Terre. Le plan de la pyramide est un plan de la Terre. Il suffit de poser des latitudes et des longitudes pour une sphère. Si vous regardez le plan d'une manière très simple, vous verrez que la chambre de la reine ressemble à une maison telle que les enfants la dessinent. Si nous projetons les coordonnées de la chambre de la reine sur un globe terrestre, le site de Gizeh se trouve dans l'emprise de cette chambre. En regardant les chambres d'un point de vue symbolique cette fois-ci, nous retrouvons le carré, légèrement allongé en hauteur, comme pour nous signifier la grande maison. Sur cette grande maison sont posées 2000 tonnes de blocs de granit de forme irrégulière, qui écrasent la maison de tout leur poids. Pour la chambre de la reine, le côté haut est manquant, une maison mais sans son ciel. Côté hémisphère sud de la carte, ce symbole est inversé et c'est le côté bas qui est manquant, la maison sans le sol. Ce carré sans le sol est en hiéroglyphe ancien, le mot maison. La position de la maison sans la terre sur un globe terrestre est indiquée par les chevrons qui agissent tout simplement comme des flèches, pointant très précisément des coordonnées géographiques. Les voici. Sous la pointe de l'Afrique, en plein milieu de l'océan. La maison sans sa terre. Nous pouvons noter la similarité avec la fameuse carte de Ronde-Science, où cette position est occupée par le continent antarctique. Si nous reportons les coordonnées géographiques indiquées par les chevrons de la chambre du roi, nous tombons sur le continent antarctique. L'Antarctique, un continent recouvert d'une épaisse couche de glace de 2 km d'épaisseur en moyenne. Et nous comprenons maintenant la signification des 2000 tonnes de blocs de granit au-dessus de la chambre du roi. La grande maison avec une grande masse au-dessus d'elle. Alors comment cela est-il possible? Comment le continent antarctique peut-il s'être déplacé d'une position proche de l'Afrique à sa position actuelle au pôle sud? Du neuf, professeur? On s'attend à ce que les tsunamis abordent les côtes de tous les continents. Quant à la vallée du Choming, elle sera frappée dans environ 6 heures. On dirait que l'écorce a dérivé de presque 23 degrés en direction du sud-ouest. C'est pas la peine de me demander comment c'est arrivé. Il y a plus d'océan et on n'est pas loin de là où on voulait aller. C'est comme si le monde entier avait dérivé de 2000 km. 2539 exactement. Ça confirme la thèse du déplacement de l'écorce. Professeur Hapgood, 1958. Bravo, Charlie. Ce déplacement de l'Antarctique est la théorie de Charles Hapgood dans son livre The Earth's Shaping Quest. Convaincu et même électrifié d'après ses propres mots par les travaux de l'universitaire, Albert Einstein donnera l'explication scientifique à ce déplacement, provoqué par un glissement brutal de l'écorce terrestre. Einstein écrira même la préface de son livre. Nous avons réussi à nous procurer les données altimétriques radar de l'Antarctique, collectées par le consortium scientifique international BETMAP2, afin d'explorer plus précisément les 3 endroits indiqués par la Grande Pyramide de Khéops, située sous la glace de l'Antarctique. Fruit d'une compilation de plus de 25 millions de données radar et sismiques, nous avons nous aussi amplifié volontairement les altitudes afin de permettre une meilleure visualisation.
Basée sur les relevés scientifiques, cette reconstitution 3D, montrée pour la première fois, va nous permettre de visualiser plus précisément la topographie très particulière de cette plaine et de constater l'incroyable similarité avec la principale cité de l'Atlantide. Ce photomontage permet de bien nous rendre compte des dimensions gigantesques de cette plaine, et qui serait immanquable aux yeux de ceux qui pensent l'avoir située, par exemple, en Méditerranée. Sa description très précise a été transmise par un vieux prêtre égyptien aux environs de l'an 600 avant Jésus-Christ à Solon, homme d'État grec et un des 7 sages de la Grèce antique, considéré comme le père de la démocratie athénienne. Elle est parvenue jusqu'à nous grâce au dialogue de Platon, principalement le Taïmé et Critias, où il est précisé que leurs propos sont véridiques, solidement établis et longuement détaillés. Voici la description. D'abord, on dit que le sol était très élevé au-dessus de la mer, et le rivage à pic. Tout autour de la ville régnait une plaine, entourée elle-même d'un cercle de montagnes, qui s'étendait jusqu'à la mer. Sa surface était unie et régulière, sa forme oblongue. Elle avait d'un côté 3000 stades et, depuis le centre jusqu'à la mer, au-dessus de 2000. Toute cette partie de l'île était située au midi, protégée contre le vent du nord. Les montagnes qui l'entouraient surpassaient à ce que dit la renommée, en nombre, en grandeur et en beauté, toutes celles que l'on peut voir aujourd'hui. La correspondance topographique est de 100%, et même un peu plus, puisqu'elle corrobore les mots très précis employés par les prêtres égyptiens. Par exemple, la phrase « et du centre jusqu'à la mer, plus de 2000 stades » a un sens lorsqu'on observe la photo. Du milieu de la plaine, on retrouve ces 2000 stades jusqu'à la mer, mais du centre exact, il y a un peu plus que ces 2000 stades. Aussi, le terme « un côté » employé, et non « des côtés », se justifie lui aussi par la présence de montagnes sur l'un des côtés. Voici un autre détail dans la description transmise par les prêtres égyptiens. Autour de cette plaine, on avait creusé un fossé d'une longueur de 10 000 stades. Des tranchées la coupaient en ligne droite et se déchargeaient dans ce fossé. Elles servaient au flottage du bois qu'on descendait dans la montagne et au transport des marchandises venues du dehors ou du pays même, où se faisaient annuellement 2 récoltes. Si nous observons la topographie de la plaine, on remarque que ce fossé a toute sa logique, puisqu'il permet de relier les 2 bras de mer et encercler ainsi toute la plaine, avec les avantages décrits par Platon. Les mesures montrent que la longueur du fossé est en adéquation avec la topographie du terrain. Cette photo illustre un fossé qui passerait par tous les plans situés sous le niveau de la mer et présent autour de la plaine. Enfin, nos travaux ont montré que le point 1 ne pouvait être que l'île de Poséidonis, l'endroit le plus sacré de l'Atlantide, où se trouve son temple, érigé au sommet d'une grande colline. Le point 2 est un point central de référence. Il se situe exactement sur le méridien de Greenwich, le méridien de référence actuel de notre planète. La question que nous nous sommes posée, et que vous êtes peut-être aussi posée, est pourquoi le point 3 n'est-il pas au centre de la plaine? Et la réponse à cette question est assez incroyable. D'après certains éléments, j'ai constaté que l'orientation de l'Antarctique après la catastrophe avait changé, et qu'elle avait probablement subi un mouvement de rotation lors de son déplacement. Ce décalage du point 3 est le moyen choisi par l'architecte pour nous montrer cette rotation. Pour vous l'expliquer plus facilement, je vais vous montrer comment l'architecte a procédé en prenant pour exemple un déplacement imaginaire de l'Europe. L'emplacement des 2 cités que je souhaite transmettre sont Bruxelles, capitale politique, et Paris, capitale emblématique de l'Europe. Je construis une pyramide pour baliser la longitude de Paris. J'indique leur latitude respective et du point central avec des chevrons. Après le déplacement de l'écorce terrestre, c'est Bruxelles et le point central qui deviennent la longitude de référence.
j'indique leur latitude respective avec les chevrons. À ce propos, Fabien Pardo l'avait judicieusement remarqué. Dans cette photo qui est dans notre livre, il note que le point 3 correspond bien à la latitude du centre de la plaine. Nous continuons. Le centre de Paris est identifié par des archéologues. Ils comprennent le plan et notent l'angle entre ces 3 points. Ils font pivoter la carte du point central de 38 degrés et retrouvent ainsi l'Europe avant son déplacement. Voici la valeur de l'angle que je mesure. 30 degrés 35. 30 degrés 35, c'est bien évidemment le plan de l'écliptique transmis par les bâtisseurs et qu'ils souhaitent nous indiquer une nouvelle fois. L'Antarctique n'a fait aucune rotation. Elle s'est déplacée perpendiculairement à l'axe de rotation, s'immobilisant au pôle sud, là où la force centrifuge est plus faible, comme Einstein l'explique. Enfin, sur cette illustration, on observe bien que la plaine est bien située au midi, en prenant non pas la définition moderne du sud, mais sa définition antique. Voici sur un globe terrestre la reconstitution de tous les éléments en notre possession. Nous comprenons maintenant la carte de Ronsfeldt qui confirme le plan de l'architecte. Pour finir sur les localisations, si les points des chevrons nous indiquaient aussi le changement d'inclinaison, alors logiquement cette information doit se retrouver dans la forme même des chevrons. Probablement comme moi, vous pensiez que les chevrons étaient tout à fait symétriques, en raison du poids énorme qu'elles doivent supporter. Eh bien non, elles ont une forme asymétrique qui alterne entre une petite et une grande dimension, comme on peut le voir sur cette photo. Sur cette photo de Michel M, un passionné d'égyptologie dont je parle dans une vidéo précédente, a effectué un traçage des lignes et axes des chevrons. Grâce à son travail, on observe clairement une variation et un angle légèrement décalé. En prenant une mesure sur la photo, nous obtenons la valeur de 6 degrés 35. Nous profitons d'être devant les chevrons pour vous montrer un des plus mystérieux symboles gravés sur le mur d'entrée. Nous avons réussi à le décoder. Nous vous en donnons sa signification dans le prochain et dernier chapitre de cette vidéo, consacré à la signification du yard et de la toise égalitique.